méthodologie qui s'appelle le Goal Tree. Goal Tree. Ce n'est pas du football. Donc la présentation va s'articuler d'abord sur le témoignage du client bénéficiaire, et puis je vous ferai un petit complément sur l'outil, si tant est qu'il vous intéresse. Tu pousses le... Ah, c'est ça. Allez hop. Manuel, commande. Merci. Par contre, je ne sais pas du tout comment Moi ça non plus. fonctionne. On y va. Clic droit. Donc, nous aussi, on va vous raconter une histoire sur un thème un peu différent que l'arbre du but. Donc, je me présente rapidement. Comme l'a dit Bernard, je suis un financier dans le sens où j'ai commencé par de la comptabilité pendant une dizaine d'années, puisque je suis un ancien commissaire aux comptes. Et puis, j'ai basculé à un moment ou à un autre, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, j'y ai pris goût dans les opérations et la supply chain. Donc le contexte, j'ai pris un poste il y a quelques années. On parle d'une expérience qui s'est déroulée il y a 2 ans. Je rejoins une maison qui fait du vin dans la vallée du Rhône, qui s'appelle la maison Chapoutier. C'est une maison qui fait dans les 10 millions de bouteilles par an, qui fait 70 000 hectos de vin. Parle moins fort, on est en territoire ennemi là. Oui. Non, il y a des empêchements. Déjà le voir, Et donc, pendant le Covid, période qui semble déjà loin, mais dont tout le monde se souvient, la maison avait connu une croissance importante. Alors, elle avait recouru à un consultant pour essayer de comprendre comment elle pouvait asseoir sa croissance. Et j'avais été recruté à la suite du passage de ce consultant de la Banque publique d'investissement qui avait recommandé à ce qu'on puisse structurer une supply chain. Donc une feuille de route avait été dessinée et puis moi j'avais la responsabilité de la conduire. L'idée était de continuer notre croissance en s'ouvrant davantage à l'international. Dans un contexte où tout le monde avait connu cette croissance, mais la concurrence allait en étant de plus en plus prégnante. Et donc, on voulait s'ouvrir ou augmenter nos parts de marché sur des pays assez exigeants tels que le Japon, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et l'idée, c'était de premiumiser une offre qui était déjà connue, mais de rendre accessible des vins d'excellence. Voilà. C'était le leitmotiv que je partageais avec la direction générale très régulièrement. Donc l'idée était de conserver nos exigences de qualité, mais d'accroître les volumes, tout en conservant naturellement les délais et les coûts qu'on promettait à nos clients. Donc c'est un peu l'équation insoluble qui est soumise à chaque manager qui arrive dans une nouvelle entreprise. Donc les objectifs étaient tenus quand j'arrivais, mais c'était au prix d'une dépense d'énergie qui était considérable. C'est-à-dire que les équipes couraient, faisaient de leur maximum, mais anticipant une nouvelle marche, une nouvelle croissance, c'était difficile de pouvoir dépasser un niveau supplémentaire d'activité. Donc il fallait passer un certain cap. Et donc à la suite de mon intégration, j'ai fait un rapport d'étonnement dans lequel j'avais dit voilà, j'ai des projets et je pense qu'on a pas mal de gains à obtenir en grattant sur tout ce qui touche de près ou de loin au lean. Que ce soit sur les 5S pour gagner de l'espace, que ce soit sur le SMED pour gagner des temps de changement, sur des gaspillages de déplacements inutiles, des engins qui n'étaient pas forcément utilisés. Il y avait aussi des risques de sécurité. Bref, beaucoup de sujets à optimiser et des boulots qu'il fallait utiliser au mieux. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, compte tenu du fait que l'augmentation croissait et qu'on était tous dans une situation assez contrainte,
on avait notamment pas mal de problèmes de qualité, avec des produits qui passaient une première fois sur les lignes d'embouteillage et qui repassaient une seconde fois parce que on n'avait pas mis la bonne étiquette ou c'était pas forcément adapté aux spécificités que nous demandaient nos clients. Donc du temps d'ouverture qui n'était pas du temps utile à la fabrication de nos produits, mais des points à adresser, type des produits non conformes, des fiches articles à retravailler. Et à chaque fois, en fait, on avait des échanges avec les équipes qui se rejetaient la faute d'une personne à une autre, en disant, voilà, votre production a mal fabriqué. Ça, c'est des expéditions qui, en général, disaient ça, et le commerce. La production disait, nous, on a fabriqué ce qui était dans la machine, donc nos nomenclatures ne sont pas justes, on fabrique quelque chose de pas juste. Et bref, de proche en proche, on avait quand même un produit qui ne répondait pas aux attentes du client, sur lequel on avait passé du temps, et sur lequel tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'était pas satisfait. Au-delà de ça, pour atteindre certains clients premium, qui n'étaient pas forcément avec des tailles aussi importantes que ceux qu'on adressait déjà actuellement, on voulait travailler sur des lots plus petits pour commercialiser des produits plus personnalisés, et donc ça nécessitait qu'on réduise nos tailles de lot. Donc tout ça mis bout à bout faisait que j'avais une problématique à solutionner, c'est comment faire mieux avec le même outil. Donc vous avez sous un organigramme qui est présenté. Dans mon périmètre à l'époque, je portais la fonction de direction supply chain. J'étais responsable des achats de matières sèches, c'est-à-dire les bouteilles, les bouchons, les étiquettes, les capsules de surbouchage, tout ce qui n'était pas le vin, grosso modo, les consommables qui venaient autour. Je portais la prévision, que j'animais avec les commerciaux. Ça nécessitait une interaction à la fois avec les acheteurs de vin en vrac, les commerciaux, les capacités de fabrication de la chaîne d'embouteillage et les clients. La production couvrait l'embouteillage, l'habillage, l'emballage, l'encaissage. Il pouvait y avoir des vins qu'on encaissait dans des caisses en bois. Et puis après, toute la partie aval, avec le stockage, la logistique interne, la préparation de commandes, les expéditions et la gestion des retours. Et donc, après avoir cherché longuement une formation Lean sur laquelle je pouvais emmener mon équipe, j'ai cherché sur internet, j'ai été sur un site que je consultais régulièrement et je me suis dit tiens, je vais appeler quelqu'un qui lui au moins s'y connaît et qui va me répondre. Et donc j'ai appelé Christian. Je pensais même pas avoir de réponse parce que j'avais lu les livres, mais je me disais ce serait vraiment chouette. Et j'appelle Christian qui me dit oui mais je suis disponible et je sais faire. Le Lean je connais. Mais au-delà de ça, en fait, vous avez peut-être besoin de quelque chose d'un peu différent, de faire un pas de côté, entre guillemets, par rapport à votre besoin. C'est-à-dire qu'avoir des outils, c'est une chose, mais ils s'intègrent dans un environnement plus large qui doit faire du sens avec ce vers quoi vous voulez emmener votre équipe. Quel est l'objectif de long terme ? Si on veut embarquer son équipe sur cette démarche-là, il fallait que je puisse l'inscrire dans quelque chose de cohérent. Donc l'idée a été d'embarquer notre équipe en la faisant participer et en construisant avec elle une démarche. L'idée, c'était de démontrer le sens du projet, réduire le gaspillage, être plus efficace, fabriquer bien du premier coup, que c'était cohérent par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire rendre accessibles des produits d'excellence à un public plus large, de se donner une feuille de route sur laquelle on puisse se positionner et sur lequel, notamment moi, mais au-delà de ça, chacun dans l'équipe puisse savoir ce qui était attendu de lui et réussir à remporter des victoires assez rapidement quand même. Donc l'expérience, je ne rentre pas dans l'outil parce que Christian va vous expliquer comment fonctionne l'outil,
Mais l'expérience a permis, en associant mon équipe à cet outil-là, de créer une dynamique. Et de manière très ludique, en fait, en un temps record, on a réussi à construire une feuille de route assez exhaustive qui a permis de donner une dynamique sur les 18 mois qui ont suivi. On a fait un travail assez interactif qui a renforcé la cohésion. Et puis, au-delà de la compréhension des équipes qui savaient pourquoi le service d'à côté ne faisait pas, pourquoi il était bloqué, quelle était sa contrainte, ça a permis de générer une confiance qui était indispensable aux uns et aux autres pour pouvoir se travailler ensemble et aller plus loin. Donc en l'espace de 2 jours, on a fait nos feuilles de route, notre goal tree, à partir d'un objectif de toute la direction supply chain, qui est celui que je vous ai énoncé, rendre accessibles nos produits d'excellence à un public large. Et on a pu, à la fin de ces 2 jours-là, savoir ce qui était prioritaire, savoir ce sur quoi on avait un peu de temps, et se dire, voilà, on va commencer par cette action-là. Et dès le début, on a pu se dire, bah voilà, en fait, la personne en bas de l'échelle ou en haut connaît sa place et sait ce qu'elle a à faire. Donc du coup, ça a permis une mise en pratique directe. Alors, on va retrouver peut-être dans ce slide des choses qui vont vous sembler peut-être un peu très génériques, mais mine de rien, en fait, elles sont vraiment structurantes et très très illustratives du goal tree. Je pense que c'est quelque chose qui est... on a parlé beaucoup de projets avec Intuiflow et la démarche, la méthode des DMRP que vous avez engagée. Chacun à votre niveau. En fait, c'est un outil, une méthode qui est tout à fait utilisable dans le cadre de la construction d'une feuille de route, mais aussi dans la conduite d'un projet à une taille plus locale. Le fait d'avoir construit de manière collaborative la feuille de route avec l'outil goal tree, ça a permis de faire participer l'ensemble de l'équipe. Et à plusieurs cerveaux, on peut se dire intuitivement qu'on a moins de chances de laisser un angle mort dans la feuille de route. Quand le chef du haut de sa tour d'ivoire décide de la direction et du plan d'action qui en découle pour pouvoir atteindre l'objectif, on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre, il a oublié de penser à un truc. Là, le fait de travailler en équipe, ça permet de s'assurer que, au moins, le sujet a été balayé par une dizaine de personnes en même temps et qu'on a pu passer à côté de quelque chose, mais au moins, on a fait le nécessaire pour essayer de ne pas l'oublier. Et si on l'a oublié, quelque part, on est solidaire sur ça aussi. Donc ça crée une grosse confiance entre les uns et les autres, qui permet aussi de se pardonner, entre guillemets, l'oubli de quelque chose et de se le rajouter après. Donc la feuille de route, elle est dessinée, et c'est quelque chose qui est appelé à vivre ensuite. On a une responsabilité qui est partagée, c'est ce que je disais à l'instant, et donc un alignement sur le qui va faire quoi, quand, comment. On sait à peu près les actions qui doivent être conduites, et de manière très simple, on va savoir qui va les adresser. Ceux qui participent au goal tree l'ont construit, et donc naturellement c'est leur propriété, il n'y a pas de travail de la part du manager d'aller vendre sa feuille de route. Parfois c'est autant de boulot d'aller faire le travail commercial pour aller vendre sa feuille de route et embarquer son équipe. Là en fin de compte, l'équipe ayant construit elle-même la feuille de route, on a ce travail entre guillemets qui est plus à faire du côté du manager. Et au contraire, là où d'habitude la locomotive tire les wagons, là c'est les wagons qui tirent la locomotive et il faut réussir à rester dans le train. Et puis le dernier avantage que je retiens, c'est qu'avec le goal tree, on a une capacité à faire le pas de côté qui va bien pour se dire c'est cohérent dans l'ensemble, et le focus très rapide pour se dire ah oui, en fait je comprends pourquoi à tel endroit il y avait tel blocage, et de faire le zoom avant, le zoom arrière de manière très très rapide. Donc les éléments clés de succès qui sont importants à avoir à l'esprit, c'est que le goal tree,
Ça fonctionne si on a un sponsor, c'est-à-dire qu'on va construire une feuille de route stratégique dans le cadre d'une supply chain, d'un service ou d'un projet. Et comme dans tout projet, comme toute chose stratégique, il faut quand même un sponsor ou au moins le soutien de sa direction générale. Il faut qu'on ait un cap clair qui a été exprimé. Et dans cette formulation-là, c'est important de partir de quelque chose de précis, parce qu'à partir de ce début, tout le reste va s'enchaîner. Donc on assure une cohérence ensuite, mais il faut que le point de départ soit le bon. Qu'il y ait une validation ensuite, le troisième point, régulière avec la direction générale sur le goal tree. On va avoir construit un arbre et il va falloir pouvoir se dire les actions qu'on met en place, on va les voir avancer, on va les voir changer. Et puis ensuite, comme toute feuille de route, comme tout projet, comme toute promesse qu'on fait, on suscite un intérêt, une attente, et du coup on s'engage à y répondre. Et il faut absolument qu'il y ait des moyens en ligne avec ce que le collectif s'engage à faire, sans quoi on risque de créer une certaine frustration. Très bien. La transition. Ça c'est au bout d'une journée, deux jours, pardon. Quand même, vous étiez rapide, mais quand même. Au bout de 2 jours, le goal tree qu'on a pu construire, alors je ne sais pas si tu expliques comment on l'a construit après, oui. Mais grosso modo, en fait, on y retrouve l'objectif stratégique tout en haut que notre direction générale avait donné. Et dessous, en fait, l'ensemble des actions qui étaient à conduire pour pouvoir remplir notre feuille de route. Alors, on l'a mis exprès en tout petit pour que vous ne puissiez pas voir le détail de tout ce qui dysfonctionne. Je reviendrai après sur les belles couleurs d'automne. Lorsque Emmanuel m'a contacté la première fois, qu'il m'a expliqué sa problématique, je me suis dit, allez, c'est reparti, comme d'habitude, comme tellement d'entreprises, il va me faire du pointillisme. C'est quoi le pointillisme? C'est une technique picturale. Donc vous avez un exemple contemporain sur le mur du fond, c'est-à-dire qu'on juxtapose des points de couleur jusqu'à arriver à avoir une belle image. D'accord? Sauf que, avec toute l'intuition qu'il avait et qui était bonne, de faire du SMED, du fer de synthèse, de faire du truc et du machin, en fait, comme dans beaucoup d'entreprises, on va mettre des points de couleur, mais on n'a aucune idée de l'image à laquelle on veut parvenir. Donc, se dire que l'on va mettre un tas de points de couleur, on va unifier un tas de choses sans vraiment savoir vers quoi on va aboutir, c'est quand même se donner beaucoup d'opportunités d'échouer. Et donc, j'ai proposé à Emmanuel d'avoir ce pas de côté ou ce recul pour d'abord faire la mise en cohérence. C'est très important de pouvoir embarquer son équipe, mais aussi de rapprocher son initiative qui est dans ce bloc-là par rapport au bloc qui est au-dessus, qui est en fait la finalité ou l'intention stratégique de l'entreprise. Parce qu'il faut bien démontrer que tout ce que l'on va faire est contributif et aligné sur cette ambition stratégique. Et une fois que ceci est fait, tout le monde sait pourquoi on le fait, à quoi chacun peut contribuer, à quoi est-ce qu'on contribue collectivement, et également, une fois que c'est coloré, quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler. Donc ceci étant dit, un petit point sur l'outil lui-même. Tu avais 2 graphiques là, c'est du avant-après? Non, en fait c'est un arbre qui était tellement vaste qu'il ne tenait pas sur une seule planche, donc vous avez un connecteur qui se relie ici, et en fait la découpe est assez intéressante parce que vous avez l'ensemble des opérations qui sont là, et vous avez plutôt le delivery qui est de ce côté-là, mais l'ensemble est connecté. Donc on peut dire que ce sont 2 arbres, puisque ce sont 2 fonctions un peu différentes, mais en même temps c'est la supply chain et les opérations qui étaient sous la responsabilité d'Emmanuel, donc c'est bien, on va dire, un goal tree ou 2 goal trees qui se connectent. Et bien sûr, on pourrait faire, vous allez le comprendre après, on pourrait faire l'exercice au niveau corporate, puisque cet arbre-là peut se connecter à un arbre plus grand qui est celui du groupe. Alors, le goal tree, en fait, est un outil rationnel, il est basé sur des règles logiques, c'est une analyse rationnelle. Et quand bien même on utilise une très low-tech qui est à base de post-it, c'est pas du tout un brainstorming. Donc c'est pas du tout un exercice de créativité, à ne pas confondre. On est en train d'analyser quels sont les prérequis. Et un prérequis, c'est une condition absolument indispensable à atteindre un objectif.
Donc on commence par formuler le but, et ensuite on va, par cette analyse logique, vérifier quelles sont toutes les conditions strictement indispensables à atteindre ce but. Et dans les premiers temps, avant même que je n'aille dans l'entreprise, on a eu un exercice entre nous qui était de formuler correctement ce but. C'est tout à fait clé. Si vous n'avez pas beaucoup de clarté et une bonne formulation de ce but, eh bien c'est comme un pitch mal ficelé, vous n'arriverez pas à embarquer vos équipes et on n'arrivera surtout pas à décliner les conditions nécessaires. Hein, si vous êtes ici sur un truc fumeux que personne ne comprend, allez trouver les conditions nécessaires pour le réaliser. Et donc il y a eu ce travail préparatoire. Une fois qu'il était fait, eh bien, on s'est lancé dans cette analyse qui, dans le cas des équipes d'Emmanuel, a été fait en un temps plutôt record, puisqu'ils ont été rapides et efficaces tout en étant assez joyeux dans l'exercice. Et qu'est-ce qu'on obtient au terme de cet exercice? Eh bien, on obtient un outil qui est pleinement visuel, qui est fractal ou scalable, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris comment est articulé un goal tree, eh bien, quelle que soit l'échelle à laquelle vous considérez l'objectif à atteindre, ça peut être un objectif stratégique de haut vol ou ça peut être quelque chose d'extrêmement opérationnel pour déployer un petit projet dans un atelier, vous avez la même structure. C'est invariant d'échelle, définition même de fractal. D'accord ? Et scalable, ben, vous lui donnez l'échelle que vous voulez, mais vous apprenez l'outil une fois, vous pouvez le réutiliser à tous les niveaux que vous voulez. Ce qui m'a séduit la première fois que j'ai été exposé à cet outil, c'est une de ses caractéristiques, c'est qu'il est imperméable au nice to have. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous sommes sur une analyse rationnelle où nous cherchons des prérequis, et donc tout ce que l'on ne peut pas justifier par la règle logique, qui ne peut pas trouver rationnellement sa place dans l'arbre, est éliminé. Et là, je m'adresse au manager. Quel confort c'est de dire que la brillante idée que désolé, il va falloir écarter, ce n'est pas moi, le méchant patron ou le méchant manager qui ne vous aime pas et j'écarte l'idée, c'est que les règles de construction qu'on s'est données ne permettent pas de retenir l'idée. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que vous avez dû connaître ce genre de situation où quelqu'un d'assez malin vous vend très bien une idée qui est plutôt à son bénéfice qu'à celui de l'entreprise. Je me fais ma petite baronnie, je me fais mon petit machin dans mon coin, et puis en étant assez habile et bon orateur, je vous convainc que c'est absolument indispensable au projet. Et bien là, on a un garde-fou assez puissant, puisqu'il faut que ça réponde aux règles logiques. Et donc, bien sûr, les nice to have, hein, vous savez ce que c'est, ça consomme des ressources sans être contributeur. Et puis, on obtient donc une feuille de route. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous travaillez en mode projet, eh bien, un goal tree, une fois qu'il est construit, une fois qu'il a été vérifié, que sa robustesse logique a été démontrée, eh bien, vous le tournez de 90 degrés, et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un réseau de tâches, ou plutôt un réseau de jalons. Ce ne sont pas des tâches, ce sont des jalons, puisque chacune de ces conditions nécessaires va être un jalon à passer pour pouvoir répondre à la condition qui est au-dessus. Autrement dit, pour que cette condition-là soit réalisée, il me faut les deux conditions subordonnées, et ainsi de suite jusqu'à arriver à mon but. D'accord ? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait l'arbre en blanc, c'est-à-dire c'est un espèce d'état idéal, voilà tout ce qu'il me faut pour atteindre mon objectif, mon but, eh bien on va faire un état des lieux, c'est-à-dire comment est-on aujourd'hui par rapport à cet idéal. Et c'est très simple, on a les trois couleurs, ça a été déjà évoqué ce matin, vous en aviez 4, là il y en a 3. Et donc on commence par le bas et on colorise l'arbre en fonction de cette légende. C'est-à-dire que tout ce qui est vert, bingo, il n'y aura pas de boulot, c'est déjà maîtrisé, c'est déjà en place, ça fonctionne, donc ce n'est pas un souci. Lorsque c'est variable, lorsque les résultats sont fluctuants, lorsqu'on ne sait pas très bien pourquoi ça marche et ça ne marche pas, etc., ça va être plutôt orange. Et quand c'est une condition qui n'est même pas existante ou qui est défaillante, à ce moment-là, elle devient rouge. Et la règle que je propose, c'est que, pourquoi on commence en bas ? Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce n'est pas une échelle ou une hiérarchie d'importance, c'est une hiérarchie dans le temps. Autrement dit, votre objectif, il est loin dans le temps, mais les premières actions nécessaires se situent le plus proche de nous. Donc nous allons voyager dans le temps et ce n'est pas du tout un ordre d'importance. La définition même d'un prérequis, c'est qu'il est indispensable. Donc, si vous voulez, tous ces prérequis ont la même importance. Il y en a un qui vous manque, vous ne pouvez pas atteindre votre but. D'accord ? Mais à l'inverse, il y en a qui sont nécessaires avant les autres.
Et donc on commence à colorier par le bas, et la pire des couleurs se propage vers le haut. Simple à comprendre, si ici j'ai quelque chose qui défaille et c'est combiné à quelque chose qui fonctionne bien, eh bien la condition qui est au-dessus ne peut pas être ni verte ni orange, simplement parce qu'on a une défaillance ou un manquement en dessous. Et donc vous avez cette propagation des pires cas, avec des fois des exceptions, comme vous pouvez voir, qui s'expliquent. Mais en tout cas, vous allez obtenir cet arbre qui est plutôt couleur d'automne. Et la mission des équipes, une fois que ça s'est fait, eh bien, c'est de verdir l'arbre. Et comment est-ce qu'on verdit l'arbre? Pareil, on commence par le bas, puisqu'il faut bien se donner les fondamentaux les plus proches de nous, les plus basiques en quelque sorte, pour pouvoir progresser. Et si je reviens donc à l'arbre d'Emmanuel, j'avais pris des précautions oratoires, ce que je fais avec tous mes clients, je leur dis que ça va être couleur d'automne, soyez pas choqués. Si j'étais venu et que vous me payiez mes honoraires pour avoir un arbre vert, c'était très sympa, mais vous avez perdu de l'argent. Puisque bon, si tout est OK, je ne vous ai pas apporté de valeur. À l'inverse, ici, vous avez immédiatement de visu ce sur quoi il faut travailler. Et alors la question de la priorité, à votre avis, comment est-ce qu'on va prioriser? Ben oui, on a tellement de rouge et d'orange qu'on a beau dire on commence par le bas, mais il y en a partout. Alors, généralement, je dis à mes clients très poliment, il y a deux manières de procéder. Soit vous avez de bonnes raisons de faire des victoires rapides, parce que c'est nécessaire dans le contexte, et à ce moment-là, vous faites le facile rapide d'abord, mais ce n'est pas mon approche favorite. Mon approche favorite, c'est plutôt de dire, vous avez ici des branches, avec ce qui était noté ici, les facteurs critiques de succès, qui sont un peu les résumés de ce qu'il y a en dessous. D'accord? Les grands thèmes, si vous voulez. Eh bien, vous prenez la branche qui est la plus urgente. Par exemple, si la société est en souffrance du point de vue financier, on va certainement s'occuper en priorité de ce qui peut améliorer les finances à court terme. D'accord? Si on est sur des thématiques de sécurité qui sont en balance, etc., on va plutôt privilégier cette branche. Et à ce moment-là, on fait verdir la branche avant tout. D'accord? Après, il y a des approches qui peuvent être mixées, etc. Et donc, on commence et hop, on transforme ça en plan d'action. Et l'objectif, bel et bien, est bel et bien de verdir l'arbre. Jusque-là, tout va bien. Donc voilà l'équipe à Emmanuel. Vous voyez que ça manquait pas d'humour puisqu'ils se sont collés des trucs dans le dos. Et quand bien même ça rigolait un petit peu, ils ont été extrêmement productifs. Et vous voyez que nous sommes un peu les martiens dans cette conférence puisque c'est du très low-tech. Hein. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de batterie. Et la seule potentielle perte de données, c'est un post-it qui tombe. Mais c'est très puissant et à la fin, on obtient donc ces différentes feuilles de route qui ont été présentées à la direction générale. Donc la recommandation pratico-pratique, c'est on met en général, je recommande 5 à 6 personnes pour la construction de l'arbre. Et puis si on veut embarquer plus de monde, on leur donne des rôles différents qui sont notamment ceux de scrutateurs. Puisqu'une fois que l'arbre est construit, on va demander à des gens qui n'ont pas participé à la construction de venir le critiquer, le tester, le secouer, pour voir si les feuilles tiennent la route, si ça reste collé. Et une fois qu'un arbre a été correctement vérifié, que l'on a la preuve que du point de vue rationnel et logique, il est bon, c'est un arbre qui est réputé indestructible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous trouvez dans la salle un détracteur lorsqu'on présente l'arbre, et qu'on est sûr de la rationalité, qu'on l'a bien testé, c'est que la personne qui est là et qui est détractrice, c'est qu'elle n'aime pas les conséquences qu'elle entrevoit qui vont arriver. C'est que très certainement, ça ne lui plaît pas trop la direction qu'on va prendre. C'est le petit baron qui est en train de perdre sa baronnie, etc. Mais si vous êtes sûr de votre coup, l'arbre est indestructible. Et c'est un exercice, lorsque l'on prend des objectifs qui sont suffisamment loin dans le temps, c'est une feuille de route qui va être pérenne, éventuellement pour un certain nombre d'années, le temps que vous verdissiez tout et que vous puissiez atteindre votre objectif. Si c'est un arbre plutôt opérationnel, eh bien ce sera grosso modo à la maille d'un projet. Ça peut être l'année, ça peut être quelques mois, etc. Les seuls cas où des goal trees puissent être pris en défaut ou puissent ne pas résister dans le temps, c'est si les conditions dans lesquelles on a imaginé le goal tree ou notre ambition étaient complètement en disruption.
Exemple, s'il y a 2 ans de ça, tous ensemble, on avait fondé une société pour faire des parcs d'attractions en Ukraine avec un beau Goal-Tree, il y a de fortes chances que le Goal-Tree soit un peu mis à mal depuis. D'accord ? Mais c'est qu'il y a eu disruption dans le marché, plus que parce que l'arbre n'était pas valide. Ensuite, un arbre, puisque c'est une feuille de route, évidemment, les événements peuvent changer dans le marché, la concurrence, les technologies peuvent évoluer, etc. Mais souvent, les prérequis restent en place et c'est plutôt la manière dont on va verdir ou passer le jalon qui va changer. Mais une fois de plus, la feuille de route, elle ne bougera pas. Et puis, voilà quelques cas d'usage. Donc, je les scinde en deux, le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Je vous ai dit que c'est un outil qui est fractal, donc on peut très bien l'utiliser pour des petits projets, comme ceux qui sont listés là, tout comme on peut avoir des ambitions beaucoup plus stratégiques qui sont dans le haut du tableau. Donc, vous voyez que ça sert à de multiples choses. Je pense que vous aurez les slides d'ici peu. Et si vous voulez en savoir plus, ça c'est mon moment pub, donc vous avez mes œuvres tout à fait gratuites et disponibles, où vous pouvez lire des choses en français ou en anglais, ou alors m'écouter et expliquer un certain nombre de choses sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel? Des questions. Pour lui surtout. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui sur celui-ci? Alors moi j'ai changé de société, d'organisation. Malheureusement, mais l'arbre a continué en fait. Et donc du coup, je suis resté en lien avec mes collaborateurs. Et du coup, il a été revu il y a 2 mois. Et la fréquence de révision qu'on s'était fixée, c'était tous les 3 mois. Donc voilà, on avait avant mon départ imprimé 3 grandes bannières sur lesquelles on avait affiché le Goal-Tree. Et donc du coup, c'est alors peut-être pas tous les 3 mois, mais en tout cas, il y a 2 mois, il a été revu. Donc il y a une certaine habitude qui s'installe. Et ça c'est bien parce que du coup, en fait, même si moi qui ai initié le sujet, qui suis parti, en fait, l'habitude est restée. Et ça, c'était pas gagné d'avance au départ. Donc c'est plutôt chouette, quoi. Quand vous avez fait le Goal-Tree, en fait, vous avez, comme vous dites, en alternance, c'est des jalons. Ça s'est allé sur combien de temps, en fait, votre projet? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a priorisé déjà ce qu'on voulait faire. Et on n'a pas forcément mis des dates en face de tout. Mais on a voulu commencer par le sujet le plus important, qui était la création des dossiers, des nouveaux produits, et la qualité de nos données de base. C'était ça l'essentiel. Et ça, en fait, ça s'est traduit par très rapidement le recrutement de quelqu'un à la gestion de la donnée de base. Et ensuite, il y a eu tout un travail sur l'année là en cours qui a permis d'assainir les données. Mais le plan, c'est un plan qui s'étale au moins sur 3 ans, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez vu comme bienfait sur les équipes? Le bienfait principal, c'est que la compréhension de la contrainte de mon voisin me permet d'avoir confiance en lui. Et je sais pourquoi il va réagir de telle ou telle manière quand moi je vais lui partager mon problème. Et le problème du voisin va devenir mon problème et mon problème va devenir le sien aussi. Dans l'arbre, je sais où il s'inscrit, je sais où moi je m'inscris et du coup je sais qu'on est dans le même arbre, qu'on est dans la même équipe. C'est vraiment cross-fonctionnel. Pardon? Oui, tout à fait. Oui. Finance. Alors il y avait. Il y a le contrôle de gestion qui est venu pour nous aider. Les commerciaux. Après, tout l'arbre que vous avez vu là concernait la direction supply. Et ça a été le sujet a été traité direction supply sur l'ensemble de mon périmètre. Mais on a fait intervenir des gens extérieurs pour se dire on veut avoir aussi le regard de gens qui ne sont pas forcément dans la supply et avoir que le pas de côté soit fait vraiment largement, quoi. À quel moment et qui détermine les couleurs de cet arbre? Bonne question. Il faut avoir des visions différentes sur Absolument. Alors déjà, réponse Emmanuel. Alors, sur les visions différentes, quand on pose des post-it, on ne pose pas un post-it comme ça. Il y a un échange où non, je ne l'écris pas comme ça, moi je l'écrirai comme ça. Donc,
Il y a vraiment une interaction et un dialogue qui se fait. Quand tout le monde est d'accord, on pose le post-it au bon endroit, il se déplace, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, donc il y a tout un jeu de ça se déplace, ça se déplace. Ça dure, on va dire, 5 bonnes heures, 6 bonnes heures. Et 2 heures, ça pourrait durer 15 jours. Et 2 heures avant la fin, on arrête la pendule et on dit maintenant, on priorise et on colorie. Et là, en fait, très rapidement, on est assez d'accord sur. Il y a un consensus assez rapide qui se fait sur ça marche pas. On s'est dit les choses avant et on sait entre nous ce qui fonctionne dans l'entreprise ou ce qui ne fonctionne pas dans l'organisation. Et bon, on triche pas, hein, on est voilà, assez sincère et on colorie assez rapidement et en l'espace d'1 heure, tout est colorié. Si on prenait un exemple un peu trivial, voilà, on veut livrer sur tel segment de marché ou sur telle partie de notre portefeuille en notif, eh bien, pour livrer en notif, eh bien, il faut à minima qu'on soit complet, à minima qu'on soit conforme, et puis qu'on soit à l'heure, et puis il y a peut-être encore une quatrième, et ensuite vous dépilez l'ensemble des conditions nécessaires. Eh bien, il est clair que les gens qui participent à la construction, lorsqu'on va lire nous sommes systématiquement à l'heure pour donner nos certificats de conformité, ben voilà, quand ça commence à rigoler, on se dit ben c'est sûrement pas vert, quoi, hein. Donc vous avez déjà un bon truc. Et alors ma recommandation, ou plutôt je laisse le choix au client, il y a plusieurs manières de faire la couleur. Bien sûr, les gens qui construisent, c'est aussi intéressant de les emmener jusqu'à coloriser l'arbre, parce que ça finalise le travail. Mais je propose très souvent aussi de garder une version en blanc et de faire le même travail avec des gens qui n'ont pas participé à la construction. Et notamment, lorsque je fais ça avec un comité de direction, lorsqu'ils en ont le courage managérial, c'est de dire on va inviter vos N- quelque chose, on va leur demander d'abord de prendre connaissance, d'être critique aussi par rapport au travail qui a été fait, sait-on jamais, on a peut-être loupé quelque chose, et ensuite c'est eux qui vont donner les couleurs. Et on va voir à quel point ça se superpose. Alors les courageux, ok, prennent le challenge, et puis d'autres, oh, ça prend trop de temps, non, on va garder juste notre version. Mais il y a plusieurs manières de procéder. Merci beaucoup. On est bon. On avait prévu jusqu'à 15h30, il est 15h29. Chapeau.